Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Mais juste avant de démarrer, laisse-moi te parler des partenaires du Café du Market qui me permettent de te proposer des contenus toujours plus qualitatifs gratuitement. Le premier, c'est Pledzi, ma solution de marketing automation préférée. Quand on fait du marketing automation, on le sait, ce qui est compliqué, c'est de mettre en place des workflows de nurturing qu'il va falloir faire évoluer dans le temps à chaque fois qu'on crée de nouveaux contenus pour que ça soit toujours pertinent. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui va être capable de pousser automatiquement le bon contenu à la bonne personne au bon moment selon ses centres d'intérêt et son niveau de maturité. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'en plus ils ont une équipe au top, qui fait que c'est un plaisir de pouvoir travailler avec eux. Mon second partenaire, c'est Time. Quand on passe de marketeur in-house à indépendant, il y a un gros changement à ne pas sous-estimer, tu peux me croire, c'est la gestion administrative. Créer des devis, des factures, suivre les paiements, ses notes de frais, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on est en entreprise, et pourtant on n'a pas le droit de se tromper. C'est là qu'arrive Time, qui est un super outil qui te permet de gérer simplement tes factures, tes devis, ton compte pro et tout ce que demande le quotidien d'un indé. Que tu aies déjà franchi le cap ou que tu l'envisages pour l'avenir, cet outil c'est un must-have que je t'invite à découvrir rapidement. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Entre la prise de hauteur sur l'impact business du marketing, le développement de la vision produit, la compréhension des clients, l'évolution du rôle de CMO vers celui de fondateur ou CEO, ça pourrait sembler naturel pour certains, mais c'est évidemment une évolution qui vient avec son lot de challenges. Pour parler de ce sujet-là, je suis aujourd'hui avec Nail Etita, qui est fondateur et CEO de Magic Post, et qui vient justement de passer par cette transition. Bonjour Nail. Salut Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. C'est un retour sur le podcast, justement. J'allais dire pas très loin d'un an après, je pense d'ailleurs. Donc c'est intéressant de pouvoir suivre ton aventure. Pour ceux qui auraient raté le premier épisode, est-ce que tu peux te représenter en introduction, s'il te plaît ? Yes. Et donc, je m'appelle Neilé, j'ai 34 ans, j'habite à Chambéry. Je suis aujourd'hui le fondateur et CEO de Magic Post, un outil pour aider à la création de contenu sur LinkedIn. Yes, du coup on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite parce que tu étais CMO chez Phantom Buster il y a quelques temps, avant d'en être directeur d'ailleurs aussi pendant un an. Maintenant tu as créé ton SaaS. Est-ce que entreprendre, en tout cas cette volonté d'évoluer d'abord vers la direction générale, puis ensuite du coup d'entreprendre, de créer quelque chose, c'est une évolution que tu avais en ligne de mire dès le début dans ta carrière, ou alors c'est venu avec le temps et les opportunités ? Écoute, je pense que c'est les deux. Clairement, ça va être les deux. Et en fait, j'ai déjà réfléchi à cette question plusieurs fois. Et si tu veux, je vais te raconter un petit peu la genèse de comment j'en suis arrivé à être fondateur et donc à être CEO d'une startup, d'un logiciel SaaS aujourd'hui. Déjà, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, là où ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'étais un énorme geek. Je jouais à World of Warcraft. Quand j'avais 15 ans, je passais ma life dessus et je n'en parlerai pas de ça, mais j'étais en échec scolaire littéralement à cause de ça, mais c'est un autre sujet. Et dans le jeu, en fait, j'adorais un peu la compétitivité, mais surtout l'optimisation, le fait d'essayer d'être le meilleur possible. Et en fait, j'étais entreprenant. Vraiment, je lançais, j'avais fondé une guilde et j'avais fait en sorte qu'on soit performant et tout à un certain niveau. Et c'est drôle parce que souvent je repense à cette histoire et je me dis mais peut-être que ça vient de là en fait, le fait que j'ai toujours voulu entreprendre. Mais revenons maintenant un petit peu à des années plus récentes, on va dire. C'est aussi quand j'étais chez Phantom Buster, on aura l'occasion d'en reparler. Je suis donc rentré en tant que growth, puis je suis passé CMO et très rapidement je suis passé directeur et donc sur un rôle de directeur où j'avais donc 5 départements que je gère. En fait, j'étais responsable de tout le business, mais j'avais aussi une équipe produit, enfin l'équipe produit de la boîte et une équipe de dev. Et le reste de la boîte était plutôt les fonctions support et autres que je n'encadrais pas. Et clairement,
cette évolution naturelle, en fait, c'était parce que j'avais cette fibre entrepreneuriale et même je suis parti à la fin de chez Phantom Buster parce que je me suis rendu compte que, ben, j'étais un peu un entrepreneur, mais que c'était pas ma boîte. Et Ouais. on s'en est rendu compte avec les 2 fondateurs avec qui on s'entendait très bien, mais on s'est dit: «Bah, en fait, Naïlet, tu es un entrepreneur, il faut que tu montes ta boîte, il faut que tu te fasses kiffer, que tu ailles dans ta direction, dans ta vision». Et c'est un peu, comme ça qu'aujourd'hui je me suis retrouvé à monter, Magic Post, même si ça s'est pas fait du jour au lendemain. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ouais, mais tu vois, j'allais dire, c'est presque un peu cette logique, d'intrapreneur ou en tout cas, c'est l'entrepreneur dont tu pas la boîte, c'est vrai que quand on devient enfin CMO, et toi, tu es devenu directeur après, donc effectivement, tu as vu les autres services, mais on se rapproche quand même d'une vision globale de l'entreprise où tu vas avoir, les KPI business et financiers, la gestion d'une équipe. Tu as forcément une vision quand même sur le produit, sur l'évolution, des prochaines fonctionnalités par rapport à la compréhension des clients. La panoplie, elle se rapproche petit à petit de celle d'un dirigeant. On en voit d'ailleurs, tiens, je pense, j'avais eu la CMO de Let's Sign It il y a pas longtemps sur le podcast. Aujourd'hui, la CEO de Let's Sign It, c'était l'ancienne CMO. Donc c'est des transitions qu'on voit. On voit pas mal aussi, mine de rien, avec la vague des freelancing de CMO qui se lancent en indépendant. Alors c'est entreprendre, c'est encore un peu différent de fonder une entreprise, mais la volonté est un petit peu là. Avec ton recul sur la création de Magic Post, comment est-ce que tu vois cette évolution? Qu'est-ce qui a été le plus difficile, on va dire, peut-être à appréhender entre, bah, du coup, ce passage de CMO, directeur à fondateur de boîte, quoi? Alors, je vais te répondre, mais déjà, c'est intéressant ce que tu as dit sur le freelancing, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, bah, il y a une grosse tendance, tu vois, au CMO, au fractional CMO. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui Mmh. t'écoutent, qui sont dans cette dynamique, et ce que tu fais, si je dis pas de Ouais. bêtises, toi aussi, tu es dans cette logique. Et, Ouais, ouais. et en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai été freelance en sortie d'études, donc j'ai fait une école de commerce et je me suis mis tout de suite freelance. Et en Mmh. réalité, bah, freelance, ben, de ma vie de freelance, je retrouve énormément de choses que je fais aujourd'hui. Tu vois, construire une offre et réussir à se pricer, qui est très compliqué. Pricer son Ouais. produit en tant que ça, c'est tout, c'est très très chaud aussi. Trouver ses clients, signer des contrats, il y a des aspects juridiques d'une certaine manière. Tu commences à être confronté à des logiques de TVA, des trucs comme ça. Et je sais que quand j'étais en CMO, la TVA, je m'en foutais, hein, pour le coup. Mais là, quand t'es entrepreneur, je sais pas, la TVA, t'as l'impression que c'est toute la journée. Enfin bref. C'est clair. Et ensuite, voilà, renouveler, créer une activité, essayer de faire un prévisionnel, essayer de faire de la croissance, surtout quand tu es freelance, bah, si tu veux bénéficier de crédits immobiliers et tout, tu es obligé de prouver que tu as fait de la croissance, donc tu es forcément obligé d'y aller, mais même au début, tu commences assez bas. Enfin bref, donc la vie de freelance, aujourd'hui, moi, je fais un parallèle, mais monstrueux avec mon quotidien d'entrepreneur, à mon échelle, évidemment, où on a encore une petite Mmh. boîte, et demain, ce sera une autre logique d'entrepreneur. Mais clairement, être freelance, c'est être entrepreneur. Maintenant, revenons sur ta question enfin, sur ton sujet de CMO, à quel point Ouais. la transition, on peut la retrouver. Ben, ça va dépendre des boîtes, mais quand même, dans beaucoup de cas de figure, le CMO, d'un point de vue business, il est à la croisée des chemins. Le CMO, le marketing, je veux dire, le département marketing, tu Mmh. vois. Tu as souvent, euh, je parlerai beaucoup d'exemples de la tech, vu que c'est vraiment dans ce que je connais le mieux, j'ai été dans des SaaS et tout, mais tu as Ouais, le ouais. produit, tu as les sales, tu as le support, et tu as le marketing. Je dis pas que le marketing est au milieu, peut-être que même le produit est d'autant plus au milieu, peut-être, mais le marketing, il est clairement à la croisée des chemins. Et en fait, tu te retrouves tout de suite un peu multicasquette, parce que tu vas devoir parler un langage spécifique avec le produit, puis un autre langage avec les sales, puis un autre avec le support. Et là où peut-être le CMO se rapproche, peut-être, enfin, j'ai plus le sentiment que le CMO va avoir des logiques, c'est ce que tu disais, le côté financier. Souvent, le marketing, c'est les plus gros budgets. Et Mmh. forcément, qui dit plus gros budget dit que bah, tu dois le dépenser de manière raisonnée, intelligente, Raisonner. souvent sur une année. Et donc là, moi, je fais le parallèle aujourd'hui avec ma vie d'entrepreneur. Le budget, bon, c'est pas que le budget marketing, c'est une enveloppe beaucoup plus transverse, on va dire, pas plus grosse, mais transverse. Et par contre, c'est pas pareil. Par contre, c'est comme c'est tes sous, c'est un autre truc. Enfin, c'est les sous de la boîte, et la boîte vit sur ça. Euh, mais voilà, il y a toujours cet aspect de budget qui revient, et c'est clair que quand tu es CMO, on retrouve carrément ça, les KPI, etc. Mais on pourra en parler. Ouais, bah, justement, j'allais dire,
la transition est toute faite, c'est parfaite. Parce que j'allais dire, c'est peut-être ça la plus grosse différence au final, c'est que quand t'es CMO, alors, tu peux être investi autant que tu veux pour la réussite de l'entreprise, mais à la fin, tu joues pas avec ton argent, entre guillemets. Ouais. Et puis, si t'es pas bon et que t'as fait n'importe quoi, tu te feras virer, mais peut-être que tu retrouveras un boulot ailleurs, quoi. Là, t'as fondé ta boîte, donc c'est tes propres billes, on va dire, qui sont dedans. C'est pas ton argent, c'est l'argent de ta boîte. Évidemment, il y a une différence. Et puis d'ailleurs, de confondre un peu les deux, tu peux avoir des problèmes avec la loi. Mais bon, bref, ceci est un autre sujet. Est-ce qu'il y a des choses, par contre, qui ont changé quand même dans ta façon d'envisager ton budget, de faire du marketing, même aussi par rapport à ça, quoi. Parce que encore une fois, la perception est certainement pas la même. Bah, en fait, il y a quand même un facteur, c'est combien tu as d'argent dans ton compte en banque. Et en fait, évidemment, plus tu as d'argent, bah, ça dépend des gens, je pense. Hein. Il y a des gens, ils ont beau avoir le plus d'argent possible, ils vont toujours faire gaffe. Mais moi, j'ai tendance à, quand j'ai l'impression d'avoir de l'argent, je fais beaucoup moins gaffe et c'est une charge mentale en moi. Et je m'en contente très bien. Donc j'ai un peu vécu ça, tu vois. On a eu un prêt, un crédit en début d'année de 50 000 euros pour un peu ramp up, tu vois, c'était vraiment en début d'année, hein, pour lancer un peu la croissance. Et là, j'étais en mode, ok, c'est parti, 50 000 euros, boum, 10 000 par mois d'influence, on arrête les bêtises, on enchaîne, on va chercher tant de MRR. Et en fait, ça part quand même très très vite. Le marketing crame les sous plus vite que l'argent ne rentre dans les caisses. Mais le fait est que quand tu es en mode entrepreneur, tu as cette vision d'ensemble. Moi, je suis complètement en phase avec le fait de dépenser 10 000 euros pour faire entrer 5 000 euros à l'instant T. Parce qu'en fait, tu es en train de chercher une croissance, en train de chercher à atteindre des paliers. Et donc, ça, c'est la logique d'une startup. Tu vas pas forcément chercher la rentabilité jour 1, sinon tu vas jamais réussir à t'implanter sur un marché et te faire une place sur la concurrence et tout. Donc, ça, c'est une vision que tu as quand tu es entrepreneur et que j'avais moi quand j'étais CMO, parce que j'avais mon enveloppe budgétaire, j'avais mon budget, je savais qu'il fallait faire tant de croissance et tout, mais j'étais pas en train de jouer la trésor de la boîte. Et là, par contre, quand moi je suis OK avec le fait de perdre de l'argent à l'instant T, en fait, je joue la trésor de la boîte. Et si je perds trop d'argent sur une période réduite, je mets à risque la boîte du jour au lendemain. Je mets à risque le fait de payer des salaires. Je mets à risque le fait de rendre viable la continuité, d'aller plus loin. Tu sais, on parle souvent de runaway quand on est en startup. On en parle plutôt. Enfin, c'est surtout quand tu as fait une levée de fonds. Souvent, tu te retrouves un peu à court de cash, donc tu es obligé de faire une autre levée de fonds. Mais c'est aussi le cas quand tu es au début, quand tu as fait un crédit à la banque ou que tu as amené tes fonds propres. Et tu n'as pas un cash illimité. Et donc, il faut vraiment équilibrer ce côté d'aller chercher des paliers de croissance sans chercher la rentabilité forcément. Et tout en se disant on est en train d'aller un peu trop dans le rouge, comment on arrive à repartir? Donc c'est un peu bizarre, mais parfois il y a des moments où ok, on y va à fond et on est obligé de freiner, d'atterrir un petit peu. Donc voilà, c'est une autre manière de gérer sa trésorerie, l'argent en tout cas. Ouais, parce que j'allais dire, bon, effectivement, nécessairement, quand t'es CMO, évidemment, ton budget, tu le vois comme un investissement par rapport à des objectifs fixés de croissance et de revenus. Mais c'est vrai que là, t'as quand même une responsabilité supplémentaire. Enfin, dans le sens où, oui, c'est ce que t'as dit, quoi. C'est quand même l'avenir de la boîte, c'est ta boîte, et donc, j'aurais, alors, peut-être que du coup je le déforme par mon prisme, tu vois. J'allais dire, j'aurais naturellement envie d'être plus frileux, mais en même temps c'est peut-être pas du coup la bonne attitude à avoir. Tu vois, enfin l'équilibre il doit être quand même super dur à trouver, quoi. Ouais, c'est ça, et qu'on le veuille ou non, quand c'est pas ton argent, forcément t'as pas. En fait, je dis pas que tu vas être plus raisonnable ou moins raisonnable, c'est simplement que t'as pas la vision d'ensemble de comment tout le budget est dépensé, toutes les charges annexes. Moi, j'ai un prévisionnel évidemment qui est sur Google Sheet et que je regarde 2-3 fois par semaine, parce que je regarde comment on pilote, Ouais. je regarde où est-ce qu'on alloue, mais c'est kiffant. Et ça fait partie des aspects que je retrouvais chez le côté CMO, où tu avais un peu des KPI, des métriques à piloter. Là, c'est des métriques d'ensemble de la boîte. C'est OK, ce mois-ci, est-ce qu'on fait cette action? Et c'est pas que le budget marketing. Et ça, c'est un côté que j'adore, c'est que il y a aussi des décisions, des choix de tel recrutement, même si souvent, quand tu as des budgets marketing, tu as aussi des budgets potentiellement de recrutement. Mais là, c'est d'ensemble, c'est pour toutes les fonctions. Ça peut être pour les bureaux, c'est des problématiques, je trouve que c'est passionnant, j'adore, même si ça peut être stressant quand t'es pas en train de faire tes objectifs et qu'il faut un peu mieux gérer, redresser la barre et surtout t'es un peu au four et moulin, donc parfois tu peux être un peu moins lucide et te dire ok là on fait n'importe quoi.
Ok, top. Bah écoute, et du coup, maintenant que t'es CEO, si t'étais amené à recruter un responsable marketing à l'avenir, à quoi est-ce que tu ferais attention particulièrement dans son profil? Tu vois, parce que j'allais dire, au final, les attentes, tu vois, c'est vrai que les CMO, on voit qu'il y a quand même pas mal de turnover, c'est des postes qui bougent beaucoup, parce que des fois, t'as des attentes qui sont démesurées, puis en même temps, t'as les profils de CMO qui correspondent peut-être pas toujours à ce qui est attendu. Ces relations avec le CEO là, tu vois, on en parle souvent, mais t'as des enjeux côté CMO, mais quand t'es côté CEO, du coup, qu'est-ce que t'attendrais de ton responsable market, quoi? Déjà, tu l'as dit, hein, je trouve que c'est très, très, très compliqué de recruter un profil CMO parce que, en fait, le marketing, c'est extrêmement mouvant par rapport à d'autres métiers où bah, je vais pas faire de comparatif avec des métiers, auxquels je pense, mais le métier que je connais mieux, c'est le marketing. C'est qu'à un instant T, tu peux avoir besoin de faire ceci et 3 mois après, tu vas avoir besoin de faire cela. Et c'est très compliqué parce que tu vas pas recruter un CMO pour, 3 mois, puis, remplacer par un autre parce que, bah, tu as fini, je prends l'exemple de la maison, tu as fini de faire le plafond, et maintenant tu veux faire le carrelage, tu vois? Et c'est pour ça que pour moi, si je dois te répondre, sans manier la langue de bois, c'est vraiment, un profil qui saura, s'adapter, mais du coup qui ne peut pas tout savoir. Alors si le profil il sait tout, c'est que, bah, ça peut arriver je pense, mais le profil il a beaucoup d'expérience et selon où tu en es, bah, tu as pas les moyens d'aller chercher un profil qui a, telle expérience et encore, est-ce que ce profil serait intéressé pour venir dans une si petite boîte entre guillemets? Je suis même pas sûr, tu vois? Sauf s'il se lance un challenge, j'en sais rien. Mais donc pour moi, vraiment le critère numéro un que je regarderais, c'est l'adaptabilité, pouvoir basculer entre les leviers. Mais qui dit adaptabilité dit curiosité surtout. En fait, cette curiosité pour moi, elle est tellement importante que tu fais du marketing. Il faut être en mesure de comprendre les tendances qui sont émergentes, mais surtout être en mesure, et c'est là le lien avec l'adaptabilité, d'aller switcher, de passer d'une grosse période où, je sais pas, tu mets en place un gros sujet SEO, heu, par, OK et demain on va, mettre en place de l'affiliation, j'en sais rien, tu vois? Je réduis avec des leviers et des périmètres que je connais plus ou moins. Mais c'est le CMO pour moi, c'est ce profil et pour que ça marche et pour que ça marche, ben, ces 2 qualités, il faut aussi de la rigueur et de la proactivité. Les 2 vont ensemble, je trouve. Dans le sens où, allez, il faut aller chercher, il faut aller se dire que, i on peut aller, maintenant, on est à un stade où on a réussi à bien, s'implanter sur ce marché, cette verticale et cetera, mais comment aller voir cette audience? Eh bien, faut toujours, avoir un coup d'avance, faut être organisé, faut avoir tu sais, faut ficeler des OP, des choses comme ça. Donc vraiment, moi, je trouve ça extrêmement compliqué. Des fois, je me suis posé la question de: «Waouh!» J'ai eu beaucoup de chance parce qu'on travaille avec Margot qui est CMO, freelance dans la boîte et elle a ce côté où elle peut switcher et cetera. Mais en réalité, je lui ai pas demandé d'être au four et au moulin sur 10 000 sujets parce que moi-même qui étais CMO, je peux prendre en charge plein d'autres sujets, tu vois? Mais ouais, c'est très, très compliqué. Toutes les boîtes que j'ai vues, que je connais bien dans le milieu, elles passent du temps, beaucoup de temps pour recruter des CMO. Elles se plantent souvent, donc elles sont malheureusement, frileuses et derrière, elles passent encore plus de temps pour recruter la prochaine personne. Donc ouais, c'est très, très chaud je trouve de recruter un profil, CMO. Ouais, très cool. Écoute, c'est marrant de voir qu'effectivement, de l'autre côté de la barrière, ce que tu penses, bon, d'autant que tu as l'expérience dans le profil, quoi. Et du coup, tu l'as dit, alors ça ressemble à quoi, j'allais dire, si on en vient un petit peu au market, vu que tu es encore assez opérationnel, aujourd'hui, ça ressemble à quoi le marketing, du coup, chez Magic Post? J'allais dire presque un peu d'où t'es parti dans tes débuts, dans tes premiers leviers par rapport à qu'est-ce que tu testes aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce qui a marché, tu vois, pour, bah, parce que tu es passé quand même par une petite phase de croissance qui est bonne, qui est intéressante, quoi. Qu'est-ce que tu as activé? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que tu vas tester pour la suite, toi? Alors aujourd'hui, on est à plus de 800 clients et moi je le vois en fait dans notre croissance comme, bah, je vois des paliers en fait, tu vois? Je regarde pas forcément en MRR, je regarde plus par palier, même si le MRR est un métrique super intéressant. Mmh. Là, c'est plus, je me suis dit au début: «Comment je prends mes premiers clients?» Ensuite, mes 10 premiers clients, par exemple. Ensuite, Ouais. comment je trouve mes 100 premiers clients? Et comment j'arrive ensuite à mes 1000 premiers clients? Enfin, et on revient sur ce point d'adaptabilité, parce que ce qu'on fait à ces différentes étapes et ensuite comment aller à 10 000 et 100 000, c'est pas du tout la même chose, mais ça a rien C'est à clair. voir.
Donc, en partant de ce principe, tu as différents outils. Ce que j'adore avec le marketing, c'est que c'est un peu comme si tu jouais des cartes. Ok, là, on va jouer cette carte. Et tu peux pas jouer toutes les cartes parce que si tu joues toutes les cartes, tu fais tout mal. Et de toute façon, tu peux pas parce qu'il y a aussi des cartes qui coûtent des sous, etc. Donc, tu peux pas jouer toutes les cartes. C'est comme si tu débloquais des cartes avec le temps. Tu vois, c'est mon côté un peu geek qui revient. Tu reviens, j'allais dire, tu reviens sur ton World of Warcraft du début, là. Ouais, t'as les paliers que ouais, t'unlocks à certains niveaux, quoi. Mais c'est vraiment ça, finalement. Tu fais une levée de fonds, Ouais. bah, tu débloques la carte, gros sponsoring, paid ads, même événementiel si tu as envie de te chauffer en événementiel. Mais ça dépend. Cette carte, tu peux aussi essayer de l'unlocker plus tôt parce que c'est plus pertinent. Bref, on va pas tomber dans ça, mais il est pas mal le parallèle. Il y a peut-être un truc à faire en termes de formation, quoi. Nous, aujourd'hui, pour être très concret, pour trouver les 10 premiers clients, tu vois, il était question d'aller créer une petite audience cœur via mon compte LinkedIn. Donc j'ai volontairement créé un peu de awareness sur mon compte LinkedIn, j'ai un peu développé ma personal brand pour ensuite arriver et launcher Magic Post sur un format bêta. Et ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai commencé à partager du contenu autour de LinkedIn, etc., avec des infographies, des trucs quali. Et le jour où Magic Post était prêt, du moins la V1 ou peut-être la V0, ce que tu veux, eh bien, j'ai dit, écoutez, on est Magic Post, ça fait des mois que je bosse dessus, il est enfin prêt, je cherche des bêta-testeurs, et c'est comme ça que j'ai eu mes 10 premiers clients, parce que j'ai travaillé sur un personal brand, ça a été mon premier levier. Ça pourrait être mon levier ad vitam aeternam, mais sauf que c'est pas un levier qui te fait passer à 10 000 clients, parce que tu dois le travailler en fond, quoi. La personal brand, ça se développe avec le temps et avec ta marque et ce que tu veux. Donc voilà, avec ma petite personal brand, j'ai réussi à aller aux 10 premiers clients. Donc ça, c'est trop cool. Et je le recommande à toutes les personnes qui veulent se lancer ou tester un marché avec un side ou un produit digital et autres. Il n'y a rien de mieux que la personal brand. Je pense que tu sais très bien de quoi on parle parce que tu es aussi dans ça. Et grâce à la marque que tu as créée sur LinkedIn, tu as pu développer une communauté, etc. Ouais, c'est exactement pareil de mon côté. C'est vrai que le podcast, notamment, tu vois, et le podcast et LinkedIn, et la newsletter, du coup, c'était la porte d'entrée pour, c'est ce qui m'a permis, du coup, de constituer la communauté avec les 60 membres qu'on est aujourd'hui, quoi. Ouais, et c'est des leviers que tu continues d'alimenter parce que le podcast, le jour 1, c'est pas le podcast de l'épisode qu'on est en train d'enregistrer, il a évolué, etc. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est pour être très, très concret, donner des actions, c'était ça, en tout cas, ce qu'on a fait. Ensuite, pour aller aux 100 premiers, là, c'était comment réussir avec le moins d'argent possible, parce que le but, c'était d'aller confirmer un peu cette traction, du moins, cet intérêt. Je dirais pas product market fit, mais confirmer que, je peux avoir une clientèle plus sérieuse que 10 clients. Mais déjà, le fait que j'ai eu 10 clients pendant ma phase bêta, ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, ok, là, je tiens un truc. On dit souvent, si les utilisateurs sont prêts à payer, c'est que potentiellement, tu tiens un truc. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre payant ton produit, une version gratuite d'essai, mais toujours essayer d'avoir quelque chose qui est payant. Je dirais pas, je suis pas non plus un expert de cette stratégie, mais voilà. En tout cas, moi, j'avais mis des petits plans payants à 6 € par mois. Et ce qui est drôle, c'est que parmi les clients du jour 1 et qui ont accès à toutes les fonctionnalités d'aujourd'hui, maintenant, il y en a encore quelques-uns qui sont à 6 € par mois. Et ça me fait plaisir pour eux, tu vois. Et je sais qu'ils sont archi fidèles, ils font beaucoup de bouche à oreille sur la boîte. Mais bref, c'est un autre sujet. Ensuite, pour aller aux 100 premiers, moi, j'ai essayé de me dire, vas-y, comment on peut faire un peu de bruit, comment on peut continuer. Évidemment, ma marque personnelle a continué d'aider, parce que j'ai capitalisé, j'ai continué de publier sur LinkedIn et de faire une promo, habile, parce que ça, faut le savoir, sur LinkedIn, faire de la promo bête et méchante, ça marche pas du tout. Je l'ai fait pendant le Black Friday parce que c'était pas grave et il fallait faire un peu des trucs un peu pushy, mais clairement, si tu veux faire de la promo sur LinkedIn, tu donnes de la valeur et à la fin, tu mets le petit CTA qui passe bien. Si tu veux en savoir plus, eh bien, rejoins-nous ici. Si tu veux, toi aussi, faire comme les X-marketeurs que j'accompagne, regarde ma newsletter. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de la promo sur LinkedIn. C'est une petite astuce que je donne si jamais. Faut jamais faire un truc bourrin comme si tu étais en train de faire une newsletter ultra promotionnelle. Jamais. Donc les 100, on est plus allé sur du Product Hunt pour les personnes à qui ça parle. On a mis en place une OP Product Hunt, donc tout de suite ça nous a permis d'aller croître un peu. Là j'ai mis l'outil sur des répertoires. Alors là fallait payer un petit peu, mais j'ai vraiment pas sorti grand chose. Des répertoires d'outils IA, c'est pas un levier qui marche pour tout le monde parce que c'était vraiment un peu l'Eldorado des outils IA, mais ça a très bien marché pour nous. On a commencé à avoir plus de traction. Donc grâce au Product Hunt, à de la visibilité qui venait de droite à gauche. On a
où on était positionné dans des répertoires, etc. On est arrivé jusqu'à 100 clients. Ok. Là, ok, très bien. Je me suis dit, ok, je crois qu'on était à 1000 et quelques de MRR, vraiment pas à 100 clients. Je crois que je les faisais payer, je crois, 10 euros par mois. Donc, je pense que le calcul est bon, je sais plus. Oui, le calcul est bon. Mm. Et là, je me suis dit, ok, comment on arrive maintenant aux 1000 clients? Comment je fais en sorte que 2024, on vraiment accélère? Et j'ai activé la carte, une nouvelle carte qui s'appelle, cette fois, c'est l'influence. Par contre, quand tu fais de l'influence, tu mets, alors tu peux par différents moyens ne pas payer, mais c'est quand même compliqué. Tu sais, si tu offres un abonnement, machin, mais quand t'es même pas un outil connu, tu vas pas commencer à dire salut, je t'offre Ouais. un abonnement d'un outil qui est random. Non, tu dois forcément sortir la carte bleue. Et ça, c'était un levier en plus qui m'attirait, qui m'intriguait, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait par le passé. Je regrette un peu de pas l'avoir fait, mais c'était pas non plus un levier qui était très développé, tu vois, sur LinkedIn. Moi, je voulais faire de l'influence sur LinkedIn, pas sur des Insta ou autres où c'est déjà développé, sur LinkedIn. Ouais. Et là, en 2024, déjà, c'est un marché qui se structure de plus en plus. En 2025, encore plus. En 2026, potentiellement beaucoup plus. Et toujours, tu vois, dans cette casquette marketeur curieux, les nouvelles tendances, je m'étais dit, il faut que je fasse de l'influence, il faut que j'essaye. Parce que je sais que le paid ad, ça sera trop chaud, ça va me cramer mon but, j'ai pas assez de notoriété, j'ai des paniers moyens trop faibles. Donc je me suis dit, Mhm. ok, influence. Et là, on a fait de l'influence. J'ai vraiment passé du temps. Quand on fait de l'influence et qu'on démarre tout juste, et qu'on n'a pas des budgets astronomiques, il faut passer le plus de temps possible pour vraiment, vraiment passer au peigne fin les audiences des personnes avec qui tu veux bosser. C'est vraiment le Ouais. conseil que je donne, pour ensuite que ce soit le plus percutant possible. Parce que ce qui est magnifique avec l'influence, c'est que tu investis sur une personne, donc tu n'es pas en train d'investir sur du non-humain, tu investis sur de l'humain, mais surtout des humains qui ont développé des audiences ultra qualifiées. Pas tout le monde, évidemment, il y a des influenceurs, c'est tout n'importe quoi, mais sur LinkedIn, en tout cas, tu peux prendre la personne qui est la plus qualifiée, qui parle de SEO. Tu peux prendre la personne Mhm. qui est la plus qualifiée, qui parle de LinkedIn. Et tu peux trouver à différents stades de développement. Donc moi, je me suis dit, ok, je vais pas prendre quelqu'un qui parle de LinkedIn et qui est déjà à 100 000 abonnés, même si en réalité, 100 000, enfin, le nombre d'abonnés, c'est un critère, mais qu'il faut pas rester que là-dessus, il faut aller regarder d'autres Ouais. critères. Et du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui s'adressait à mon audience, notamment c'était Louis Peel, en début Ouais. d'année, qui parlait aux freelances, et je me suis dit, les freelances, ils ont tout intérêt à utiliser mon outil, parce que je sais à quel point c'est painful d'aller publier sur LinkedIn, c'est long, c'est chronophage, c'est stressant, on a peur de faire un flop, tout le monde n'écrit pas comme les experts de LinkedIn, voilà. Et donc, je me suis dit, ok, les freelances, je vais leur faire un petit price à 9 euros, et un deuxième plan à 19 euros pour aller un peu plus loin, pour ceux qui sont vraiment chauds. Et ça a super bien marché. Donc avec Louis Peel, et puis on a embrayé avec d'autres influx qui étaient un peu dans le game. Et ça a super bien marché, et ça nous a permis d'avancer jusqu'à 500 clients. Et on a continué sur de l'influx, etc. Et on est en train d'attendre les 1000 clients de cette manière. Mais voilà, l'histoire s'arrête plus ou moins là, parce qu'on arrive aux 1000 clients. Mais pour te dire maintenant, dans la roadmap, ce qu'on veut faire, et si Ouais. on reviendra sur l'influx ou autre, eh bien maintenant, on essaye de plus trop dépendre d'un flux, parce qu'un flux, tu payes, ça marche, tu payes plus, Ça marche plus. plus grand chose. Ouais. Même si C'est le tu problème de un construis peu une tout ce qui est marque, paid, quoi, ouais, au même final. si voilà, tu peux toujours te rassurer entre guillemets que tu es en train de construire une marque, etc. Et que demain, comme tu as construit la marque, si tu fais une autre OP, forcément le ROI sera potentiellement plus intéressant parce que tu es entré dans la tête des gens, etc. Ce qui est complètement vrai, mais ça coûte quand même des sous. Et on arrête, on peut passer de, je sais pas, X clients par jour, on en a un petit peu moins quand même quand on arrête de payer des influx. Donc voilà, nous on arrive à un stade où on se dit ok, maintenant on diversifie un peu, on va pas dépendre que des influx, surtout que c'est un marché qui se lasse, les audiences se saturent, donc il faut que tu arrives à renouveler. Et nous, des personnes qui sont expertes sur LinkedIn, il n'y en a pas 10 000 en France, etc. Donc c'est là qu'il faut ouvrir un peu peut-être au pays, mais surtout réfléchir à d'autres leviers. Donc nous, Ouais. évidemment, moi, mon expertise initiale, c'était le SEO. Donc c'est quelque chose qu'on travaille un peu en arrière-plan depuis le début de l'année. Et pour qu'en 2025, ça commence vraiment à porter bien ses fruits, que ce soit sur une logique organique, et bien que ce soit payant. Enfin, payant pour nous, c'est-à-dire que ça nous ramène du business. Ouais. Évidemment de l'affiliation aussi, c'est un sujet que moi je maîtrise pas bien, et toujours et encore dans cette logique de CMO curieux, eh bien, je me suis dit: «Il faut absolument que j'arrive à craquer l'affiliation», parce que je sais que c'est surpuissant, ça permet c'est un levier qui n'est pas payant, mais qui prend quand même beaucoup de temps et d'énergie, parce qu'il faut animer, il faut aller chasser, il faut élever. C'est un peu comme du sales, ou du recrutement, enfin plutôt du sales, mais derrière faut les animer, ta communauté d'affiliés et tout. C'est beaucoup de temps, mais voilà, ça peut être très
pourvoyeur de business, ça peut devenir 10%, 15%, 20% de tes revenus. Il y a des boîtes, grâce à l'affiliation, elles font, je connais des très très grosses boîtes dans la tech qui font 25% de leurs revenus grâce à l'affiliation. Donc c'est clairement un truc sur lequel on a envie de capitaliser. Donc voilà un peu dans la dynamique dans laquelle on est. Et là pour 2025, maintenant on se pose la question de selon l'argent qu'on va faire rentrer, que ce soit financement, pas financement par des investisseurs. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Là ce serait purement spéculatif vu qu'on n'y est pas encore. Ouais. Bon, écoute, déjà, t'as dit 800, là, pour l'instant, t'es sur la bonne route pour les 1000, c'est déjà quand même une belle trajectoire. C'est, comme tu l'as dit, après, c'était franco-français, du coup, cette croissance, t'as déjà des clients un peu à l'étranger, t'as commencé à ouvrir des pays. Oui, et je me suis même cassé les dents de manière un peu naïve pour aller sur d'autres pays. La croissance franco-française, elle vient vraiment de nos campagnes d'influx avec des influx français. Et moi, depuis le début, je voulais absolument faire une identité anglophone, tu vois, chez Phantom Buster, ce qui m'avait bluffé. Quand je les ai rejoints, j'étais persuadé que c'était des Américains. Tout était en anglais, il n'y avait rien du tout en français. Et quand ils m'ont dit « Salut, on est à Station F, je m'appelle Guillaume », j'étais en mode « Ah ok les gars, j'étais pris pour les gars de la Silicon Valley. » Guillaume, yeah. Ouais, Guillaume, j'étais en mode « Ah ok ». Et en fait, ça m'avait fait délirer. Je me suis dit, mais bravo les gars. Et l'anglais, il était pas ouf et tout, mais c'est pas grave. C'était bravo. Et en fait, moi, j'aurais aimé reproduire quelque chose comme ça, mais de par mon côté je suis solo, je suis au développement, je suis au marketing, je suis au support, je fais un peu tout. Je me suis dit, commence pas à griller les étapes. Crante-toi bien sur le marché français, c'est là où tu déjà as développé une petite audience, et ce qui m'a permis d'avoir mes 10 premiers clients, mes 50 si tu veux, si on va plus loin. Et finalement, en fait, c'était plus simple aussi les relations, parce que travailler avec des influenceurs, finalement, c'est très chronophage. C'est beaucoup de copinage. C'est ok, vas-y, viens, on fait ça. C'est un peu, c'est plus simple quand c'est ton marché en fait. C'est tout simplement plus simple. Et surtout que les influenceurs anglophones, c'est plus compliqué, parce que, et je te donne une petite astuce, mais qui dit influenceur anglophone dit que c'est pas forcément le pays que tu veux. Tu peux très bien travailler avec quelqu'un qui est affiché comme étant aux États-Unis et qui publie que en anglais. T'es pas sûr que l'audience soit vraiment aux États-Unis. Ça veut rien dire. Ouais. Ça peut très bien être des audiences dans des pays qui t'intéressent pas en fait. Et ça arrive énormément sur les audiences anglophones. Donc c'est pour ça m'a un peu refroidi l'influence avec des audiences anglophones. Et c'est là qu'il faut être d'autant plus vigilant. Je te donne un exemple très concret. On a payé quelqu'un, je crois, 1500 € pour 2 posts LinkedIn. C'est pas grand chose, 1500 € pour certainement des boîtes qui nous écoutent, mais pour moi c'était beaucoup. Et on a eu aucun retour sur investissement, mais vraiment aucun. Et après coup, je me suis dit, mais attends, je vais un peu creuser son audience, et j'ai passé au peigne fin, et j'ai vu que dans ses followers, même si encore une fois, il ne faut pas regarder que les followers, mais dans les followers, il y avait 3% des followers qui sont aux États-Unis. Et la personne, elle est américaine, elle parle en anglais américain parfait, elle fait du contenu américain, elle a l'air d'avoir une bonne trend, mais en fait, elle n'a aucun américain qui la suive. Et là, je me suis dit, ok, on s'est fait avoir. Et c'est un truc sur lequel ça m'a un peu refroidi. Et en creusant, je me rends compte que beaucoup ont une audience qui est gonflée, en fait, mais potentiellement artificiellement, tu vois. Et il y a beaucoup de copinage aux US, c'est un peu particulier. Donc voilà, j'ai un peu déchanté, ça coûte beaucoup plus cher, c'est potentiellement moins quali, tu peux plus te faire avoir, donc faut être un peu plus minutieux pour aller sur des audiences US, par exemple. Ok, super intéressant. Écoute, en tout cas, ça fait partie des pistes de développement, du coup, forcément, l'ouverture de nouveaux pays, quoi. C'est quoi, du coup, rapidement, un peu en conclusion, c'est quoi tes challenges du moment, un petit peu justement pour la suite, là? C'est ce que je te disais, où il y a le prochain palier, en fait. On a le prochain palier, on est en train d'atteindre les 1000. Le prochain palier, ça peut être les 2000, mais disons que ça va être les 5000. Comment on arrive aux 5000 et comment on arrive à se faire une vraie place dans le jeu, comment on arrive à aller aux États-Unis, comment faire tout ça, quelle direction prendre, et surtout, qu'est-ce que j'ai, moi, envie de faire. Parce qu'aujourd'hui, je suis donc solo founder, ce qui est assez rare d'un point de vue... la tech et le market, c'est clair. Ouais. Il y a des techs qui sont solo founders, mais voilà, ils sont tech, ils ont monté une boîte tech, ça me semble ok et logique. Moi, je suis marketeur, diplômé d'une école de commerce. Il y a 2 ans, je savais pas développer en Python. Et aujourd'hui, je suis sur toutes ces casquettes. Donc, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire ? Au début, un side project s'est transformé en main project
et en véritable startup. Et maintenant, on est en train de voir quel chemin possible on prend. Il y a plusieurs chemins. Le chemin du financement, le chemin du bootstrap, tu sais, c'est quand tu fais sans financement. Mais du coup, en fait, ça change toute la donne. Et ça change tout la strate marketing, notamment. Et donc, moi, je me pose la question de qu'est-ce qui me fait le plus vibrer, parce que je pense que quand on monte une boîte, il faut vraiment vibrer. Et tu vois, aujourd'hui, est-ce que c'est d'aller chercher, du moins prétendre à pouvoir aller chercher 100 millions d'ARR dans les X années à venir? Est-ce que c'est ça que j'ai envie? Sachant que je suis basé à Chambéry depuis 2 ans et que j'ai quitté Paris un petit peu pour sortir un petit peu aussi de tout ce bruit, tout ce chaos qui est très bien. J'étais à Paris là pendant 2 jours à la Paris Creator Week, c'était trop bien, j'ai adoré. Mais je suis aussi venu finalement m'isoler. Est-ce que c'est ce dont j'ai envie? Donc voilà, beaucoup de questions, surtout d'un point de vue famille, avec 2 enfants de bas âge, machin, truc. Donc c'est vraiment, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu donc c'est ça mon challenge aujourd'hui, c'est quel chemin prendre pour que ça reste viable et kiffant. Mais voilà, c'est un luxe que j'ai, c'est que c'est ma boîte, c'est que j'ai la main sur la vision produit, j'ai la main sur la vision marketing, j'ai la main sur les regroupements, sur tout. Mais d'un autre côté, je suis bottleneck, c'est-à-dire que si je fais du marketing, le produit n'avance pas, et vice-versa. Donc c'est très compliqué, il faut réussir à compartimenter. Et aujourd'hui, je kiffe, mais j'ai aussi des phases ultra stressantes. Et donc, voilà, comment arriver sur 2025 dans les meilleures conditions. Ok, très cool. Écoute, on suivra ça attentivement, la suite de l'aventure. Si j'allais pour conclure finalement, si tu devais donner un conseil à un CMO du coup qui veut lancer son projet, sa boîte, ce serait quoi? Déjà, si cette personne veut lancer son projet, sa boîte, je pense je suppose qu'elle coche un petit peu ce côté curieux, entreprenant dans ce qu'elle fait, dans son quotidien. Et logiquement, elle va chercher à comprendre des choses. Mais je pense à moi, si je devais revenir en arrière quand j'étais CMO et même directeur, c'est d'essayer d'emmagasiner un max de ce que font les autres, de ce que font le support, de ce que font les sales. Je le faisais déjà, mais en étant un peu dans le jus sur ma fonction, c'était compliqué de dire viens, on se fait un call, on discute de ton métier. Mais tu vois, si je revenais en arrière, je me dirais vas-y, pendant ce déj, je me mets en mode scribe et je fais limite un entretien avec un BDR, un sales, et vraiment comprendre son métier, tu vois. Et comme ça, aujourd'hui, quand j'arrive et que je fais de l'outreach, je suis certes nourri par des contenus qu'on peut trouver partout pour le faire, mais aussi par tout ce recul, toute cette expérience, tout ce coaching que j'ai eu finalement des gens. Et surtout garder ce réseau finalement pour qu'ils puissent t'aider. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc vraiment, voir chaque défi, chaque nouveauté comme une opportunité d'élargir ses connaissances, chaque galère, et tout se dire ok, vas-y, et comprendre aussi ce que font les dirigeants. C'est dur d'être toujours aligné. Moi, à un moment, j'étais désaligné, c'est ce qui a fait aussi que je suis parti, tu vois. De comprendre un peu leurs problématiques et tout, sans dire qu'il faut les coller ou j'en sais rien, mais vraiment se nourrir de tout ce qu'on vit actuellement. Et le deuxième conseil juste après, c'est parce que ça fait peur souvent de se lancer, donc souvent on passe d'abord par la case freelance, peut-être solopreneur, tenter de créer un produit digital, ce qui est très bien, très 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 bien. Mais voilà, c'est ça, c'est lancer, si tu es encore au boulot, lancer un side project. Ça peut être préparer une formation, un produit digital, on revient là-dessus, moi je trouve que c'est trop bien. Imaginer une communauté. Et surtout quand tu fais ça, imaginons que tu deviennes même pas, tu montes pas ta boîte, ce qui est ok. En fait, tu crées de la valeur pour toi, pour ta personal brand, et derrière t'es beaucoup plus bankable, t'es beaucoup plus facile à recruter. Donc clairement, penser à lancer un truc. Ça peut être un média comme tu as fait, Axel, ça peut être un site, un produit. Moi, je dirais même carrément lancer un produit pour soi-même qui nous dépanne sur une tâche du quotidien. Ça peut être, je sais pas, pour un truc de recette, ça peut être un truc pour le boulot. Mais voilà, mettre la main à la pâte, aujourd'hui on peut le faire. Je suis l'exemple pourquoi on peut coder aussi son SaaS si on a envie. Faut avoir envie de le faire. Faut avoir envie de se mettre dans le code. Mais on peut coder un SaaS en étant marketeur aujourd'hui grâce notamment à l'IA, qui est juste dingue. Et donc voilà, les possibilités sont énormes. Écoute, merci beaucoup Naëlé d'être venu partager ton retour d'expérience sur le podcast. C'était très chouette. Et puis du coup maintenant, il me reste à te souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup Axel, et franchement je te souhaite vraiment une grande réussite sur ton podcast, et je vais écouter avec attention notre épisode. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.